Bonsoir tout le monde, nous revoilà assez vite avec Code Reno Tactical. Vous kiffez sa chaîne, il a sorti d'ailleurs une excellente vidéo avec le camarade Piero San Giorgio il n'y a pas longtemps. On le salue. Salut Piero, caro, è stato un piacere fare queste video con te. En même temps, donc, on devait parler au départ, hein, avant de parler du faux vrai kit de survie. Au départ, Renault devait revenir pour parler de la nouvelle guerre à la drogue. Alors, vous savez, en général, la guerre au terrorisme, la guerre à la drogue, la guerre à ceci, la guerre à cela, ça se termine très mal. Les résultats sont pitoyables. La guerre à la drogue, la fameuse, je rappelle qu'il n'y a jamais eu autant de drogue qui a passé aux États-Unis depuis. Hein, donc, c'est un énorme échec. On sait en plus que la CIA a participé à beaucoup de trafic de drogue dans la région. Donc, je veux dire, à un moment donné, on ne peut pas faire la guerre à la drogue et en même temps financer les cartels. Sauf que on peut avoir de bonnes raisons de se dire, là, quand même, ils ont l'air déterminés. En plus, Trump a l'air de vouloir assainir la CIA avec Tulsi Gabbard comme directrice du renseignement national. Même si on sait que les dossiers Epstein, pardonnez-moi, mais fuck you au bout d'un moment. Et pareil d'ailleurs pour les dossiers Kennedy qui sont pas si dingues que ça. Cependant, j'y reviendrai parce que s'il y a bien un truc que les dossiers Kennedy démontrent, outre le fait qu'on peut poser la question de l'implication du Mossad dedans, mais comme je vous l'ai dit, je ne crois pas une seule seconde que ce soit entièrement le Mossad qui ait pu faire cette opération pour plein de raisons. Cependant, ils ont quand même sorti les photos de George H. Bush, George Herbert Walker Bush, le papa, celui qui a pris l'intelligence pour toute la famille, qui était présent à Dallas le jour J. Or, c'est bien ballot parce qu'en commission parlementaire, il avait dit qu'il ne se rappelait plus où il était le jour de l'assassinat de Kennedy. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, si j'étais à Dallas le jour où Kennedy se fait buter à Dallas, a priori, je m'en serais souvenu. Hein. Bon, maintenant, il y a le grand Sébastien Chabal qui a des problèmes neurologiques et on le salue et bon rétablissement à lui et qui nous dit qu'il ne se rappelle même plus des Marseillaises qu'il a faites sur le terrain. Mais je crois que George H.W. Bush s'est pas pris autant de pain dans le museau que Sébastien Chabal. Tout ça pour vous dire qu'on ouvre sur ce que les médias nous présentent comme étrange et inattendu. Bon, j'ai voulu ouvrir là-dessus, après on va repartir sur tout le contexte de pourquoi Trump a déclaré les cartels comme terroristes, etc. Ce qui est logique, hein, parce que vu le nombre de morts qu'ils font, vu les opérations qu'ils font, il y a toute la base légale pour les déclarer terroristes. Mais je veux dire, beaucoup de médias sont là en mode « Ah, on ne s'attendait pas à ce que fait Trump », aussi bien sur les barrières douanières que sur les cartels. Bon, j'ai vu passer une demande IA sur X. Vous savez que d'ailleurs, Musk vient de revendre X à X et I, donc il souligne bien que X est en fait une boîte d'IA, quoi. Et donc, quelqu'un a posé la question suivante. S'il te plaît, explique-moi brièvement quel est le art of the deal, donc l'art du deal de Trump. Bon, et on lui donne un truc en 5 points. Et là, je vais vous dire, en fait, c'est terrifiant de voir que tout était déjà écrit. Premier point, commence par une position tellement extrême que ça laissera toujours de la place pour un compromis, du genre le Canada est le 51e État américain. Bon, exemple. Deuxième point, fait des déclarations qui vont attirer l'attention pour contrôler le récit, le narratif, et pour mettre le camp adverse sur la défensive. Donc du genre, on va leur coller 100% de droits de douane, je suis un déglingo, moi j'en ai rien à foutre, preneur d'otage, quoi. Troisième point, créer un sens d'urgence pour foutre la pression sur la partie adverse pour qu'elle fasse des concessions. Quatrième point, mettre la partie adverse dans une situation où elle se demande en permanence quel est ton bas de bilan, bottom line en anglais. Donc là, en l'occurrence, bas de bilan, c'est jusqu'où tu es prêt à négocier. Et cinquièmement, est la capacité de te retirer du deal à tout moment et de dire, s'il n'y a pas de deal, c'est pas grave. Voilà, que tu aies zéro besoin du deal. Eh ben, écoute, Code Reno, qu'est-ce que tu penses de ces 5 points et est-ce qu'ils n'ont pas l'air, point par point, d'être en train d'être appliqués au mur avec la frontière mexicaine et au cartel mexicain par hasard? Oui, complètement. Là, on revient exactement sur tout ce que les analystes disent depuis des années. Si vous suivez la chaîne Terra Bellum, par exemple, c'est exactement l'analyse qu'il en a. Très bonne chaîne. 51e État, le Canada qui fait, qui devient le 51e État, le récupérer le canal du Panama, enfin, c'est complètement absurde. Et c'est exactement ça. Tu négocies, tu balances, tu balances que tu veux récupérer un truc complètement dingue. Et au bout d'un moment, si on récupère quelque chose qui est correct pour les deux camps, ça c'est totalement logique. Ouais, le decoy effect comme au Starbucks où ils te proposent le très gros format là, qui fait plus d'un demi-litre et du coup en comparaison le format moyen a l'air raisonnable à côté, quoi. Ouais, C'est c'est sûr ça, c'est ça. avoir le Groenland en comparaison de le Canada 51e État et Justin Trudeau gouverneur du 51e État, c'est sûr qu'en comparaison ça a l'air modéré.
Alors, je rappelle vite fait le contexte. Depuis son retour à la Maison-Blanche en janvier 2025, Trump a fait de la guerre au cartel une priorité. Dès le 20 janvier, il a signé un décret exécutif classant ces groupes comme terroristes. On rappelle qu'il n'a pas besoin du Congrès pour ça. Il claque dans ses doigts et dit « vous êtes terroristes ». Une promesse Exactement. concrétisée le 19 février par le secrétaire d'État Marco Rubio, qui a ciblé 6 cartels mexicains majeurs. Action récente, fin février, le Mexique a extradé 29 figures clés des cartels vers les États-Unis, dont Rafael Caro Quintero. Alors pareil, les extraditions, c'est un bras de fer. Ça va avec les droits de douane, c'est pas un C'est hasard. ça, c'est ça, Ouais. c'est ça. Je t'en prie d'ailleurs, t'interviens quand tu veux. Je vais pas tout lire en entier. Donc tu me dis si tu veux Voilà. intervenir à ce moment-là aussi. Alors déjà, le fait qu'il désigne comme terroristes les cartels mexicains, ça c'était une promesse de campagne de 2019. Il Tout a à fait fait. appliquer donc fin 2024, et ça c'est une loi ça c'est une loi américaine de 1977 qui lui permet de tout le groupe qui menace la sécurité intérieure américaine soit désigné comme terroriste. Et ça justement, ça lui donne tout pouvoir. Grâce à ça, il peut geler les avoirs de tous les groupes qu'il désigne comme terroristes. Et il peut, et là c'est ce qui l'intéresse le plus, agir directement dans le pays qui est concerné par ces groupes-là. Là, évidemment, ça va être un peu compliqué parce que c'est un pays allié, donc il va devoir essayer de négocier. Il a déjà réussi à négocier avec la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum. Sheinbaum, c'est ça. Sheinbaum, voilà. On va l'appeler Claudia, hein, le nom est assez chiant. Donc Claudia a complètement refusé. Elle a dit OK, 25% de douane dans ta gueule. Et finalement, elle a accepté. Voilà. Elle lui a envoyé, comme tu dis, les 29 personnes qu'il demandait. Et puis là, il voudrait une attaque coordonnée contre les cartels américains. Donc, ils ont réussi depuis mars. Ils ont trouvé 50 sites qui produisent de la drogue et sont donc en passe donc de les éliminer. Pour ça, c'est en négociation pour avoir des attaques collatérales avec la DEA, la CIA, des contractuels de sécurité privée et bien sûr des forces spéciales américaines. Donc 500 forces spéciales américaines, particulièrement des dronistes, 10 000 militaires mexicains qui seront en action directe et aussi garde-frontières. Ils ont prévu 1500 militaires et aussi des contractuels et des civils, parce qu'ils peuvent aussi faire ça pour sécuriser la frontière également, pour empêcher les gens de passer, de sortir, etc. Là, il a prévu aussi d'empêcher les routes maritimes et les routes terrestres de venir aux USA, du moins celles qui sont connues pour vendre de la drogue. Donc, que ce soit les trafiquants et les migrants, parce que justement, les migrants sont énormément utilisés par les cartels pour transiter de la drogue. Donc Complètement, c'est un là, truc qu'on oublie de souligner, que beaucoup de gens arrivent en nous disant c'est des réfugiés. Alors pas du tout. Et aussi bien Code Reno et moi, j'en parle d'ailleurs dans l'Octogone qui sort demain. Je vais faire cette petite parenthèse. Il est clair qu'il y a eu des Américains d'ascendance mexicaine qui ont été des héros des États-Unis. On peut penser à Roy Benavidez, là, le fameux That Mean Mexican. Tu te rappelles, le béret vert qui a craché à la gueule du mec qui allait fermer le sac à viande dans lequel il se trouvait au Vietnam. non, C'est je connais pas l'idole. ça. Ah bah c'est l'idole des bérets verts. Roy Benavidez, aka Tango Mike, That Mean Mexican. Et donc un type qui littéralement s'est battu avec les tripes qui sortaient du ventre et qui était un migrant mexicain qui s'était engagé dans l'armée et qui était devenu naturalisé légalement. Et lui, le premier d'ailleurs, disait qu'il était choqué de voir que aujourd'hui c'était devenu n'importe quoi pour immigrer aux États-Unis. Mais on oublie donc de dire qu'en réalité, c'est pas du tout ça le sujet. Plus de 95% des migrants illégaux qui passent la frontière aux États-Unis, donc illégalement, sont contrôlés et endettés, c'est pire que ça, endettés de 5 à 10 ans envers un cartel ou une branche d'un cartel. Donc c'est complètement inacceptable et c'est plus du tout un sujet droite-gauche, ce qui fait d'ailleurs que beaucoup de politiciens de gauche, comme Tulsi Gabbard, qui est de gauche, il ne faut jamais l'oublier, disent on arrête les conneries et maintenant il faut s'occuper du fait que les États-Unis aient la souveraineté sur leurs frontières. Mais je te rends la parole. Alors déjà, première question à te poser. Tu sais, beaucoup de gens pérorent sur X en disant « Ah non, mais vous vous rendez pas compte, les cartels, ils sont chauds et tout. » Alors, je voulais avoir ton analyse avec la fameuse déclaration qu'a faite Nayib Bukele. Tu sais, donc il a, au pupitre, là, il a fait, je crois, un discours de l'État général, tu vois, un truc comme ça. Et il dit, écoutez, vous n'avez pas compris, le Léviathan, donc l'État, le Léviathan de Hobbes, le Léviathan est toujours plus fort que les cartels. C'est juste une question de volonté. Mais vous n'avez pas compris que les moyens qu'on a quand on est chef d'État, si on décide de les employer, les cartels, ils arrêtent tout.
Et même Escobar, il avait compris ça. Et pourtant, l'État colombien était corrompu dans tous les sens, endetté. Voilà. Bon. Mais en gros, Bukele, il arrive, il dit n'importe qui vous dit qu'un cartel peut prendre le contrôle d'un État, c'est un chef d'État faible ou c'est pas un chef d'État. Comme disait De Gaulle de Victor Lebrun, pour qu'il fût chef d'État, il eût fallu qu'il fût un chef et qu'il y eut un État. Bon. Bah, quel est ton point de vue là-dessus? Alors justement, c'est difficile de faire la transcription entre Trump et Bukele. Bukele, lui déjà, bon, c'est quand même quelqu'un un homme très fort parce que lui, il avait beaucoup d'opposition dans son pays. Mais oui, mais c'est quand même quelqu'un qui a pu le gérer. Comment il a fait? Bah, c'est simple, il a viré l'opposition. Tous les Ouais. juges rouges qui s'occupaient de relâcher les trafiquants, qu'ils soient parce qu'ils étaient corrompus ou parce que par idéologie, il les a dégagés, il a mis à la place des mecs qui étaient de son parti, du parti à Bukele. Tous les politiciens, tous les flics, etc., ça dégage et il a mis en place que des mecs qui étaient pour sa façon de faire. Donc du coup, il n'y avait plus d'opposition. Et du coup, le fameux je peux pas faire parce que l'opposition m'empêche, parce que etc. Bukele, il l'a fait. Il avait dégagé tout le monde. Il a mis que des personnes qui soutenaient sa façon de faire. Et du coup, ça a marché. Il avait les mains complètement libres. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas vraiment comparer Bukele avec Trump parce que Bukele, lui, déjà, c'est dans son pays. C'est le Salvador. Donc, du coup, il fait ce qu'il veut. Il a tous les droits. Trump, non. Les problèmes, c'est que les cartels mexicains, bah, comme son nom l'indique, ils ne sont pas chez lui. Ils sont au Mexique. Donc, il faut réussir à négocier avec Claudia. Il a Après, déjà suffisamment attendri la Claudia ou pas? Parce que quand même, on a l'impression qu'elle est sonnée, quoi. Entre les droits de douane, enfin la totalité de l'économie mexicaine, c'est des exports vers les States. Donc, alors, il avait toutes les cartes en main. Alors, elle n'est pas vraiment sonnée. Attends, on va y revenir après, mais en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais pour Ouais. Bukele, en fait, déjà, c'était mal parti pour lui parce qu'il a fallu attendre en 2022 que les gangs fassent 87 morts en un week-end, ce qui est colossal. Hein. C'est Ouais, c'est des énorme. gangs qui font 87 morts en un week-end. Pour savoir, en comparaison, l'une des plus grosses attaques de gangs pendant la répression d'alcool aux États-Unis, c'était 13. C'était, Ouais. comment ils appelaient ça déjà, la Le massacre de Saint-Valentin la mortelle. Saint-Valentin. C'est ça, C'était massacre de la le massacre de la Saint-Valentin, voilà. C'était 13 morts. Et c'était, on en parle encore aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, on parle encore de cette Saint-Valentin-là. Là, 87 morts en 2 jours, c'est colossal. Et du coup, ça a permis à Bukele donc de faire sa politique un petit peu comme il voulait. Parce que quand il est arrivé au pouvoir, c'était pas le cas. Entre 2019 et 2021, il essayait de négocier avec les trafiquants de drogue pour essayer que bon, vous arrêtez de vous entretuer, vous faites un petit peu moins, voilà, vous faites un peu moins chier. Et si vous faites pas trop chier, dans ce cas-là, on va vous aménager vos peines, on va vous mettre des prisons de luxe, on va être gentil avec vous, on va vous tailler quelques petites pipes, etc. Du coup, comme il y a eu ces fameux 87 morts et qu'il pouvait faire ce qu'il voulait, du coup, il a durci le ton, il a fait la politique qu'on connaît aujourd'hui, qui a fait que le Salvador, aujourd'hui, est beaucoup plus sécurisé que la France. Mais Mais le problème, c'est que... tu fais bien de rappeler, pardonne-moi de te couper, qu'en effet, contrairement à ce qu'on croit, parce qu'il est beaucoup caricaturé dans la presse européenne, il a d'abord tenté de négocier. Il n'est pas C'est rentré ça. direct. Voilà. C'est ça. Et ce sont les cartels, les cartels. Ce sont les gangs, finalement, qui ont refusé son offre et qui, du coup, ben, le regrettent, je pense, aujourd'hui. C'est clair. Le truc, c'est que du coup, ça lui a donné une image assez faible finalement. Au Et c'est début, ce ouais. que Trump veut vraiment empêcher, parce qu'en 2026, il y a, comment ils appellent ça déjà, le mi-mandat. Il y a Oui, le truc du les mi-mandat. midterms. Midterms. Voilà, il y a les mi-mandats, voilà, qui fait que s'il n'a pas un avis favorable, il peut dégager. Et ça, il veut absolument éviter ce qu'a fait Bukele. Donc, il veut pas négocier, il veut carrément rentrer dans l'art et aller les chercher où qu'ils sont. Le truc, c'est que Bukele, lui, voilà, comme je disais, déjà, il est chez lui. Mais en plus, les gangs salvadoriens, c'est des petits gangs, en fait. Ils n'ont pas la puissance militaire et ils n'ont pas la puissance économique, ils n'ont pas le nombre qu'ont les cartels mexicains qui, eux, possèdent des milliards. Parce que le fentanyl, ça rapporte des milliards. Et ils ont énormément d'armes, par les États-Unis d'ailleurs. Ouais. Et ils ont une capacité donc de corrompre les élus assez énorme. Donc Trump a tout ça. D'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que Claudia, la présidente mexicaine, disait que les Américains sont un petit peu responsables des cartels mexicains. Les Américains sont responsables parce que d'un, ils consomment et de deux, ils vendent les armes.
Ouais. c'est une mauvaise foi absolument incroyable. Oui, mais Mais tu ils sais le bien que font, je crois, c'est interdit. je veux pas me faire l'avocat du diable, mais je pense qu'elle voulait dire ce qu'elle a pas le droit de dire, à savoir qu'on sait depuis les années 80 que la CIA a bossé avec des cartels et en a soutenu même certains, avec notamment les révélations de comment il s'appelle? Michael Rupert, le gars qui a écrit Traverser le Rubicon. Il est mort d'ailleurs, il s'est suicidé. Et Michael Rupert pour le Los Angeles Times dès les années, je crois 80, 98, un truc comme ça. Dites-moi dans le chat. Il avait témoigné sous peine de parjure, hein, donc il lève la main, il jure et tout. Il avait témoigné qu'en tant qu'officier du LAPD, il avait des preuves que la CIA avait travaillé avec les cartels et avait, comme on le sait, utilisé, tu sais, l'affaire Iran-Contras, tu as connu ça, où ils utilisaient l'argent de la drogue pour financer les contre-sandinistes au Nicaragua, etc. Je pense qu'elle n'avait pas le droit de dire ça dans un discours parce que là, elle se serait fait tomber dessus direct. Mais la réalité, c'est que bon, la CIA aurait pu fumer les cartels depuis longtemps, quoi. Peut-être pas tous, D'accord, mais ouais, c'est possible, ouais. Mais dire ça aujourd'hui, c'est un peu stupide parce qu'aujourd'hui, avec Trump justement, une entreprise qui vend des armes au cartel mexicain, c'est 20 ans de prison ferme et 1 million de dollars d'amende. Donc mmh. du coup, il y a quand même voilà, Trump, il veut vraiment arrêter, tout ce merdier. Les armes, si vous vendez des armes à un cartel mexicain, c'est fini pour vous, quoi. Mmh mh, Donc mmh. même pas que vendre des armes, hein, participer activement au cartel mexicain, c'est 20 ans de prison ferme et 1 million de dollars d'amende au maximum. Ouais, donc ils ont les moyens Des amendes en comme plus ça, lourds, il y a que hein. les firmes d'armes à feu qui peuvent les payer, hein. Mmh mh, mmh C'est mh. pas le mec qui va les aider à passer, évidemment. Donc en tout cas, ton opinion sur les gens qui disent: «Non, mais les cartels, vous n'arriverez jamais à vous les faire parce qu'ils sont trop dangereux», on est d'accord que là, quand on veut, on peut, quoi? Même si sous Exactement. réserve. Non, non, là, c'est complètement stupide. C'est non, non, évidemment qu'on veut, on peut. Et la réflexion de Claudia qui avait dit que si vous vous attaquez au cartel, ça va les rendre plus violents et deviendront ingérables. Ça, pareil, elle voudrait essayer de négocier avec des mecs qui sont hautement criminels. Non, non, Mmh. tu peux pas. Là, il faut vraiment appliquer une méthode tolérance zéro. Mmh. Et le problème, c'est que si vous vous attaquez à eux, ils deviendront plus violents. Oui, mais si vous leur sucez la bite et vous les laissez faire, ils deviendront de facto plus violents également. Donc c'est Non, mais de complètement toute stupide. façon, c'est la question de l'escalade à outrance. Je sais que tu avais fait cette vidéo sur l'opération Espadon. Ouais, Qui, en théorie des jeux, peut se discuter à partir du moment où il y a l'arme nucléaire. C'est-à-dire, en gros, si l'autre a l'arme nucléaire aussi, là, tu es obligé d'avoir une escalade relativement graduée parce que tu peux faire péter la planète. Mais les cartels, même si tu les mets pied au plancher, bon, pied au plancher, c'est quoi? Ils vont faire des attentats terroristes au Mexique? Bon, la totalité du Mexique voudra les foutre dehors. C'est ça qui va se passer. Enfin, je veux dire, en négociation, il faut en effet savoir quelle est la bottom line de l'adversaire. Bon, je vais commencer par cette question, du coup, dans l'interview. C'est quoi la bottom line des cartels? Allez, si tu les pousses complètement à bout, on peut comparer à la mafia sicilienne avec le juge Falcone, le pont qui a sauté en 92. C'est quoi le max? C'est s'ils disjonctent complètement et qu'ils font pied au plancher, c'est quoi? alors là, je vois même pas Des parce attentats que terroristes, oui, c'est ça, des attentats des terroristes, avions, mais voilà, je veux dire, ça serait de se tirer une balle dans le pied. Si déjà qu'ils voilà. sont parfaitement détestés, si en Mmh. plus ils commencent à balancer des attaques terroristes, Ils vont être encore plus détestés, ouais. ça fera comme, je dirais comme les Palestiniens en 78. C'est-à-dire que comme Oui, le bah, sentiment, pour donner une petite comparaison, quand l'Égypte a signé un accord de paix avec Israël, parce que oui, pour le Sinaï, pour récupérer le en Sinaï. fait, c'était le début de la guerre civile du Liban. Donc, les Palestiniens étaient en train de provoquer la guerre du Liban. C'était en 1975. Et en 1978, l'Égypte a dit, bon, bah, ils foutent la merde. On arrête les frais. On a tué beaucoup trop de nos jeunes pour aucun résultat. On signe un accord de paix, ce qui était plutôt un pacte de non-agression, en 1978. Mmh. Du coup, les Palestiniens ont fait ce que tu as dit, c'est-à-dire attaque terroriste. Beaucoup. Dès 1978. Hein. Ils se sont fait détester. À cause de ça, les C'est ça. Palestiniens se sont fait détester dans tous les pays arabes. Aujourd'hui, les seuls qui soutiennent encore les Palestiniens, c'est en Occident, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. La Ouais. Jordanie, mais ils les détestent. La Jordanie, je veux dire, enfin, septembre noir, quoi. Ils ont essayé ils ont commis un coup d'État en Jordanie. Le Liban, ils les détestent aussi. Ce sont des attaques terroristes comme ça. C'est totalement contre-productif. Oui, Donc, si les gangs, c'est ce qui a mené directement à Sabra et Shatila dans les années 80. En effet, les horribles oui, massacres où là, c'était des enfants, mais c'était une conséquence directe de c'est ça, 78 ans. c'est ça, c'est Et exactement ça. on peut reprendre sur le côté crime organisé. Tu te rappelles, dans Le Parrain, il y a cette scène où le Turc Solozzo lui demande: «J'ai besoin des juges que tu contrôles», et lui, il lui dit: «Tu es gentil, mais s'ils savaient que je fais du narco,
je les contrôlerai plus, en fait. Je peux les payer, ça va, les jeux, les putes, donc les cercles de jeu, l'alcool et les prostituées, ça va. C'est considéré comme des vices. Par contre, les narcotiques, les juges que je contrôle, je les contrôlerai plus. Et alors, en l'occurrence, les narcotiques au Mexique, ça permet de contrôler quand même des juges. Par contre, comme l'attentat terroriste de l'Avianca, tu sais, avec Pablo Escobar qui avait fait péter un avion avec que Ça, des oui. innocents dedans, tu vois. T'avais que, il y avait même pas de membres des cartels dedans, tu vois. C'était que des pauvres touristes ou des trucs. Bon, ça, du jour au lendemain, Escobar, c'était plus le héros national, quoi. Tu pouvais plus sanctionner ça. Et donc là, comme tu le dis, si jamais ils vont pied au plancher, les cartels, ils sont morts, en fait. C'est ça, et c'est exactement ça. Déjà qu'ils sont détestés, encore une fois, mais là, c'est fini pour eux. Le problème, c'est qu'ils sont détestés, mais la population reste passive. Ils ne vont pas lutter contre eux. Ouais, les S'ils commencent dénoncer. à s'attaquer à la population, si la population va s'attaquer à eux. Bon, par contre, je ne sais pas quelle sera la réaction de dire ça, mais je ne l'ai pas vu, le parrain. Ah, Oui, en tu fais effet, là, partie tu vas te prendre du peu de tu vas personnes te dans le monde prendre qui n'ont pas vu le parrain. le plus gros shitstorm de l'univers. Alors, régale-toi, écoute, fais-toi plaisir parce que c'est un très bon film. Prends-toi le temps de le voir, c'est un des meilleurs films de tous les temps. D'ailleurs, Je fun fact, confirme. le mec qui a écrit le roman à Mario Puzo, qui a écrit Le Parrain, il était toujours complexé parce qu'il savait pas écrire un scénario. Et 3 ans plus tard, il s'achète un manuel d'écriture de scénario pour faire son premier film. Et dans le manuel d'écriture de scénario qu'il achète, premier chapitre, il y a marqué Regardez Le Parrain. Voilà. Donc il s'est dit c'est bon, bah, j'ai pas besoin d'apprendre, du coup, allez vous faire foutre. Euh, Sérieusement? Ouais, je te Oh jure, c'est non. une histoire vraie, hein. C'est une histoire vraie. Ça prouve, ça c'est un truc que j'explique pour tous les autodidactes qui peuvent se dire, regardez, en fait, vous pouvez être tellement bon en autodidacte que les maîtres du domaine vont dire que ce que vous avez fait est la référence.